J'ai travaillé longtemps dans le bocage comme ethnographe. J'ai travaillé sur la sorcellerie dans la région. C'est la raison pour laquelle Foucault m'avait demandé de participer au livre sur moi, Pierre Rivière. C'était un moment où je n'arrivais pas à écrire ma propre expérience de terrain qui était extrêmement violente, pour ceux qui ont lu ce que j'ai écrit dessus. Quand le film de Dalio était sorti, je ne l'avais pas aimé parce que j'étais dans ce moment où je ne pouvais pas moi-même sortir ma propre ethnographie. Et j'ai eu tort, car j'ai revu 4 ou 5 fois ces dernières semaines ce film, et je trouve que c'est un pur chef-d'œuvre. Donc je voudrais essayer, à la lumière de ce que je connais, en fait j'étais aussi à l'époque incapable de penser ce que j'ai pensé par la suite, évidemment, sur la région du bocage. Donc à mon avis, Alliot a réussi un triple exploit avec ce film, peut-être unique dans l'histoire du cinéma. D'abord parce que c'est un film qui porte sur une époque révolue, mais dans laquelle Alliot met relativement peu de références historiques. Il ne nous écrase jamais sous les références historiques. D'ailleurs, ses costumes ne sont pas si exactement du bocage, parce qu'il a choisi de privilégier l'image plutôt que la vérité historique. Bon, enfin, il fait en sorte que le passé nous devient progressivement présent. Ensuite, il fait jouer les personnages paysans par des paysans, c'est-à-dire par des comédiens amateurs, et on voit à l'écran des corps de paysans. On entend parler des paysans dans un langage parfois indéchiffrable. Moi-même qui connais bien le parler local, je suis pas sûre d'avoir tout entendu. Et pourtant, on n'a jamais l'impression d'assister à une reconstitution folklorique. C'est-à-dire que malgré leur corps étrange, malgré leur parler obscur, ces gens du bocage nous deviennent peu à peu familiers. C'est que, et c'est là, je crois, le point le plus important, Alliot a mis en scène une tragédie paysanne qui a la force, la violence émotionnelle d'une tragédie antique, de l'Antiquité grecque, et c'est ça que je voudrais montrer un peu avec ce que j'ai appris de l'ethnographie du bocage. Bon, la première image du film montre des terres encloses de barrières et de haies. La dernière, qui est absolument incompréhensible, je dois dire, que rien dans le film. Et si je n'avais pas lu une explication d'Alliot, je n'aurais pas compris, mais je trouve ça très bien. La dernière montre un homme et une femme séparés par une barrière, une clôture, chacun un papier à la main, sans doute un contrat. Chacun enfermé dans sa propriété. Tout au long du film, l'image de Nourit et les péripéties de l'action montrent la passion que suscitent ces clôtures entre les terres, entre les sexes, comme c'est représenté à la dernière image, et les circulations incessantes que génère leur mise en cause inévitable. Il y a des barrières, mais on ne peut que vouloir les franchir. Il s'agit d'une tragédie vraie au sens où elle s'origine dans le droit rural et familial du XIXe siècle, qui vous a pas été exposé dans ce film et dont je vais vous dire 2 mots, et dans laquelle des sujets de droit, des gens de peu, des paysans, vont être saisis par des forces qui les dépassent complètement. Au-delà de la précision documentaire du récit, le travail sur l'image qui nous montre des entrées et des sorties, des courses, des arrêts, des montées, des chutes et des trajectoires incessantes, le travail sur l'image impose l'évidence sensible de cette tragédie, de cette inéluctable progression. L'action est déclenchée et constamment relancée par les initiatives furieuses de l'épouse, Victoire Brion, épouse Rivière, jusqu'au massacre final. Tout au long du film, elle se comporte comme si elle était assujettie au seul droit de la propriété,
c'est-à-dire acquis de la Révolution, qui fait que tous les individus sont des êtres humains égaux en droit, qu'ils soient hommes ou femmes. Mais elle ignore avec obstination le droit familial, qui fait aussi partie du Code Napoléon auquel elle est assujettie comme tout le monde, le droit familial qui oblige les époux à cohabiter, la mère à vivre avec les enfants, et surtout qui fait de l'époux le chef de famille et l'unique gestionnaire de tous les biens du ménage. C'est l'administrateur des biens du ménage et l'administrateur des biens propres de sa femme. Elle ne peut pas les gérer elle-même. Elle les possède, elle ne peut pas les vendre, mais elle ne peut pas les gérer. Car ce droit familial qui fait des femmes les égaux des hommes en droit dont le droit de propriété fait des êtres absolument égaux les uns avec les autres, introduit là une inégalité absolument phénoménale. C'est-à-dire même les héritières ne peuvent pas gérer leurs biens. Victoire Brion, épouse Rivière, néglige autant les règles coutumières, les règles de ce qu'on appelle la société traditionnelle, qui veut que les épouses soient unies pour former un seul corps, voué à la perpétuation du domaine conjugal familial. Pour la coutume, pas plus que pour le droit familial du Code Napoléon, il n'y a pas d'individu, il y a un chef du domaine, et il y a les objets du domaine appropriés par ce chef, parmi lesquels son épouse et ses enfants, fusionnés avec lui, c'est-à-dire c'est un rapport fusionnel, mais dans lequel c'est lui qui fusionne, enfin c'est lui, c'est sa place, qui fusionne tout le monde autour de lui. Un ami du couple Rivière dit un jour de Victoire, ça n'est pas dans le film mais c'est dans le mémoire, ce qu'elle veut, c'est maîtriser et faire bourse à part. Malheureusement pour elle, aucun de ces objectifs n'est prévu ni par le droit ni par la tradition. La passion qui habite Victoire Rivière, celle de son autonomie, qui nous paraît si normale en 2015, était littéralement folle en 1836, au terme du droit comme au terme de la coutume. La coutume est censée fabriquer des épouses totalement assujetties au destin du bien familial et au chef de famille. Dans le cas de Victoire, ce processus a échoué, puisqu'elle se comporte avec obstination comme une individu autonome qui soude ses possessions à sa seule personne et qui ne veut pas se souder, elle, au corps du mari. Le spectateur, y compris l'ethnographe du bocage que j'ai été, met du temps à comprendre que le mari, Pierre Margrin, est un produit culturel exactement aussi raté que sa femme. Il nous apparaît comme un bon chrétien, et parfois même comme une espèce de Christ, mais en principe, la coutume ne fabrique pas des Christs, elle fabrique des hommes virils, capables de conduire leurs épouses et leurs enfants comme leur bétail, et à ne jamais se laisser détourner du souci de conserver ou d'augmenter le domaine familial. Pierre Margrin donne quelques signes d'appartenance au sexe masculin, parmi lesquels la production de nombreux enfants. J'ai regretté la scène de viol conjugal à laquelle Alliot s'est laissé aller, c'est pas écrit comme ça dans le mémoire, il a ajouté les râles du mari parce que c'est comme ça que ça se passe quand on fait l'amour, mais ce n'était pas absolument nécessaire. Donc des signes d'appartenance au sexe masculin, parmi lesquels la production de nombreux enfants et une forte capacité de travail. Pourtant, il ne parvient jamais à entrer dans son rôle de chef de famille et d'exploitation. Il accepte d'emblée et pendant longtemps que sa femme vive à près de 4 km de son domicile, qu'elle prenne avec elle les enfants qu'elle veut, qu'elle lui abandonne le soin des autres, qu'elle puisse sans compter dans le bien commun, et même dans le bien de sa mère à lui, pour satisfaire ses fantaisies personnelles. Quand elle entreprend de persécuter son mari en l'endettant, il ne sait rien lui opposer, tant qu'il espère encore normaliser son ménage. Peu à peu, à mesure que Pierre, le fils aîné, se révolte contre sa mère et qu'il manifeste sa conscience de l'impuissance du père,
Pierre Margrin doit accepter que son fils aussi n'en fasse qu'à sa tête. C'est-à-dire, là encore, il se montre incapable d'être chef de famille et chef du domaine. La première image du film, des prairies encloses, une nature urbanisée selon un ordre éternel, extraordinairement paisible, va être démentie par toutes celles qui suivent. À aucun moment, les héros du film ne vont parvenir à entrer dans cette fixité idéale, cette immobilité paisible. Ils vont circuler comme des billes folles dans cet espace en apparence paisible du bocage. Les parents, entre leurs deux hameaux, 3,8 km, j'ai été regarder ça grâce à Google, je le sais. Les enfants entre leurs deux parents, la mère entre ses maisons et les villes alentours, pour y trouver soit de l'argent, les marchés, soit le soutien de la justice en montant les hiérarchies, en allant de plus en plus loin, c'est-à-dire jusqu'à 100 km, du village donné jusqu'à 100 km, pour essayer de trouver un juge qui fasse droit à son vœu d'être absolument autonome. Aucune maison ne paraît à pied, à cheval, en voiture. Les personnages sont toujours en chemin. On ne les voit que sur la route, en train d'essayer de se rejoindre, ou de rejoindre leur maison, ou de se rejoindre les uns les autres. Aucune maison ne paraît pouvoir les contenir, dans aucun des deux hameaux. Ils ne cessent pas d'en changer, parce que la mère, d'une part, la justice de l'autre, impose des arrangements toujours nouveaux, et on recommence tout. Quand la maison reste la même, c'est le mobilier qui ne l'est plus. Seuls demeurent les membres de la famille, incapables de s'établir dans leur place sociale, incapables de se fixer dans une même limite et circulant sans fin. Alors on pourrait dire, et la tradition et le dispositif culturel local, pourquoi ça ne marche pas dans ces cas-là? Tous les ethnographes nous démontrent par kilo de bouquins que ça marche toujours la coutume. Eh bien là, ça ne marche pas. Ça n'a pas réussi à produire un couple qui tienne, qui accepte de s'installer et qui fasse famille. Devant cet échec, on voit d'ailleurs que la société locale, les voisins, se distribuent au petit bonheur autour des faits et gestes des protagonistes, parce que leur conduite fait exploser l'illusion d'une famille fusionnant autour du bien commun et d'une coutume qui fonctionnerait. Justement, là, ça ne marche pas. Les uns insistent sur la bonté du mari, les autres sur le droit de l'épouse à défendre ses biens. Certains changent d'opinion en cours de route, d'autres ont deux opinions contradictoires au même moment. Ça ne marche pas du tout, la coutume, contrairement à ce que les livres d'ethnographie vous racontent. Un cortège désolé de paysans accompagne les soubresauts des rivières, mais il est privé de l'efficacité des chœurs des tragédies antiques, parce qu'il ne peut que commenter l'état des choses sans jamais parvenir à le modifier. Pas plus que la coutume, la justice ne peut stopper ce mouvement de va-et-vient. La loi sur le divorce a été abolie en 1816. En cas de conflit conjugal, il reste la séparation de corps qui ouvre presque inévitablement sur la séparation de biens, mais qui n'est pas un divorce et qui ne résout jamais les problèmes. Les juges requis par Victoire, de plus en plus loin, s'opposent à cette issue, sans doute parce que Victoire et son mari ont des propriétés foncières minuscules qui vont de toute façon être mangées par la procédure, et après on aura sur les bras une famille de pauvres dont il faudra s'occuper. Les magistrats imposent donc à chaque fois un aménagement nouveau, mais boiteux, du statu quo. Victoire y trouve quelques satisfactions secondaires. Par exemple, d'accord, elle va habiter dans le hameau de son époux, mais dans sa maison à elle, avec ses meubles à elle, et avec la belle-mère dehors, ailleurs. Pierre Margrin y gagne la non-dissolution du couple, auquel nous, qui vivons en 2015, à l'âge du divorce, nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi il tient à cette femme. C'est sans doute moins pour elle-même que à cause de l'entreprise d'avoir voulu faire famille, qui serait complète, qui serait
dont l'échec serait sanctionné s'il se séparait. Aucune de ces mesures n'arrête la course folle de Victoire, sa course folle pour s'extraire de la fusion conjugale, parce que la justice ne parvient pas à jouer sa fonction ordinaire, qui est celle d'un point d'arrêt sur lequel viennent buter les passions ingouvernables. Et c'est la serpe de Pierre Hélière qui va, pour finir, trancher le nœud gordien. Et il n'y avait pas d'autre issue. Voilà. À part ça, j'ai juste cherché à dire ce qui ne se voit pas si on n'a pas passé 20 ans à se prendre la tête sur cette société-là.